Voilà, nous allons reprendre nos petits travaux. S'il y a encore des personnes qui sont... Voilà, je vous laisse vous placer. Voilà. Donc, maintenant, toujours dans la suite de cette exploration de cette collection Les Sentiers de la Création, je vais donner la parole à François Lallier, poète et essayiste, auteur de nombreux ouvrages, de nombreux essais sur Baudelaire, Mallarmé, Pierre-Jean Jouve notamment, Yves Bonnefoy, qui ont été rassemblés dans des volumes de La Voix antérieure. Et donc il y a un quatrième sur Jouve qui est en préparation. François Lallier va nous parler justement du livre principal de Gaëtan Picon dans la collection, l'admirable tremblement de terre que nous avons. Admirable tremblement de terre, oui. Deuxième lapsus, ça devient grave. Admirable tremblement de terre, ça serait un beau sujet aussi, mais bon. Admirable tremblement du temps, qui est le livre que Gaëtan Picon a publié assez tôt dans la collection d'ailleurs, puisque même Jean-Marie Leclésio a accepté la proposition après avoir lu ce livre de Gaëtan Picon. Et donc le titre de votre intervention, c'est La fin de l'art et l'insomnie du temps. L'insomnie du temps étant les derniers mots du livre. Et je voudrais... Ah oui. Je voudrais rappeler, avant de commencer, mais rapidement, rappeler que ce livre est dédié à Yves Bonnefoy. Donc il est quand même un des témoignages du lien très étroit entre Gaëtan Picon, Yves Bonnefoy et d'ailleurs aussi Jean Sarvinski à ce moment-là. Et s'en éloigne. Témoignage aussi d'un compagnonnage qui n'est pas, enfin qui présente des aspects assez loin au fond de ce que pouvait être la pensée d'Yves Bonnefoy, avec des proximités aussi. Admirable tremblement du temps a pour sujet explicite les relations de la peinture et pour une part de la sculpture avec le temps. Mais avec ce que j'appellerais, reprenant le titre de Giuseppe Ungaretti, sur lequel que Gaëtan Picon a connu et sur lequel il a écrit un essai tout à fait remarquable. Donc le titre de Ungaretti qui est Le sentiment du temps, Il sentimento del tempo. Le livre qui s'ouvre sur la citation de Chateaubriand à propos de Poussin, transcrite par la main de Gaëtan Picon, selon un peu l'habitude aussi de la collection, semble en effet s'être donné pour objet la manière dont le temps est présent dans la peinture, paradoxe bien sûr, mais surtout au moment d'achèvement, au moment de fin. N'a-t-il pas été conçu dans le fil d'une réflexion qui a déclenché la parution, quelques années auparavant, des essais d'iconologie de Panofsky, l'une des trois références qui sont citées en note, et particulièrement pour son chapitre sur la figure de Father Time, le vieillard temps, qui se retrouve d'ailleurs aussi dans l'arrière-pays. Bien. La pensée y procède par une sorte de mouvement en spirale à travers une ontologie très personnelle qui a la particularité frappante d'introduire rapidement, après Nicolas Poussin ou Léonard de Vinci, des artistes modernes. Cézanne, Klee, Vieira da Silva, avant de revenir à Chardin, Manet, Goya, Géricault, puis de revenir à des choses plus modernes, Van Gogh, Picasso, Michaud. C'est l'ordre des premières images. Association d'une pensée libre, certes, mais si consistante qu'on ne peut en retour y trouver
un moment de rupture absolue, et qu'au contraire, l'unité semble sa loi, unité complexe, comme celle que décrit la très belle étude qu'il fait à mi-parcours des fileuses de Velázquez. Je cite, « Le temps des fileuses s'appuie ». C'est un tableau tout à fait extraordinaire que je ne suis pas du tout capable de commenter, que je n'ai pas non plus mis dans l'iconographie, mais qui est tout à fait étonnant. Et ce que dit Gaëtan, c'est « Le temps des fileuses s'appuie sur l'antériorité mythique de l'image qu'elles reproduisent, mais cette antériorité, cette permanence mythique est figurée par l'image fragile, estompée d'une tapisserie. Il n'est qu'une seule tapisserie, sans envers ni endroit, celle que trame Arachné, faite et défaite dans le même temps, le temps de la mortalité de la vie. » Et donc ça semble absolument la déclaration d'une conception de l'œuvre, de la peinture et d'une certaine façon de l'écriture aussi. Nous en avions été avertis quelques pages auparavant, quand Gaëtan Picon, paraphrasant Rimbaud, avait écrit en tête d'une nouvelle page « Qui aime le temps aime la mort ». Il n'est qu'un seul temps, celui de cette vie menacée par la mort, et il englobe, ce temps, la totalité de l'art. C'est pourquoi l'iconographie fait se côtoyer sans mal anciens et modernes, et le texte cite à proximité de Rembrandt, de Dürer, d'Hercule Segers ou de Rubens, Giacometti, Klee, Kandinsky. D'autant plus sensible la rupture qui survient dans la dernière partie du livre, quand Gaëtan Picon pose la question qui peut-être a été un axe directeur de sa réflexion pour ce livre, aussi fort que l'appel venu de Chateaubriand et de Poussin, qu'en est-il du temps dans l'événement, dans l'art d'aujourd'hui? Notant que la raison la plus profonde à ses yeux du lien entre l'art et le temps, à savoir, cette raison, c'est que celui-ci mesure dans l'œuvre la part du sentiment d'existence qui est lié à l'image, s'estompe et s'obscurcit au debout de la chaîne, dans l'image anonyme du mythe, comme dans l'extériorité de certaines œuvres contemporaines. Or, cette rupture, pour brutale qu'elle apparaisse, a pour origine le moment où Gaëtan Picon, en penseur scrupuleux, mais avec une réticence discrète ou un moindre plaisir, s'attache au rapport de l'art et de l'histoire. Et elle conduira jusqu'à l'idée d'une fin de l'art dont il nous faudra comprendre la part tragique, mais aussi la paradoxale ouverture. Une réflexion sur la fin de l'art est le corollaire d'une réflexion sur le temps dans l'art. S'il ne perçoit plus les formes les plus récentes de la création, dit-il en 1970, comme événement dans la succession qui unissait Dürer et Picasso, par exemple, bien qu'il les observe et les comprenne, ces œuvres modernes, contemporaines, disons, plutôt, avec la même acuité qui lui permet d'en débrouiller les intentions et le sens, ce n'est pas seulement qu'elles contredisent les œuvres antérieures, c'est qu'elles montrent la volonté d'instaurer autre chose que l'art ou encore un autre art. Cette volonté s'oppose à ce qu'on les saisisse comme avènement d'une nouvelle forme. Elles rompent avec la continuité, disons, historiale, qui inclut le moderne. Tremblement d'un passage ou affirmation sereine d'un retour, c'est une citation, le moment de l'art est celui qui, je cite, succède à la transcendance du sacré et précède l'immanence profane de la fabrication technologique. Et il n'appartient pas au temps que construit l'histoire. Si Gaëtan Picon admire Michelet,
disant que la beauté, c'est Michelet qui parle, hein, qui est cité, disant que la beauté est plus grande dans le devenir que dans l'être, dans la physionomie que dans les traits, aussitôt il le récuse au bénéfice d'une vérité pour lui plus profonde, et qui est celle-ci, je cite, « L'authenticité d'une œuvre est fondée sur l'instant irréparable, l'ici et le maintenant, où elle a pris la parole. Le temps est, dans l'œuvre, le battement de son cœur invisible, et je ne la reçois ici et maintenant comme vivante que si cette palpitation m'assure qu'elle le fut vivante dans son ici et son maintenant. » Il ajoute cette phrase qui, en fait, illustre tout à fait ça, mais qui conduit à la question de l'histoire, évidemment. J'use du cuirassé Potemkin comme d'une drogue. Si je m'arrache, qui m'arrache au réel, si je continue à voir en lui autre chose qu'un film admirable. Car l'art qui s'attache à l'événement historique, ça c'est moi qui parle maintenant, bien sûr, car l'art qui s'attache à l'événement historique se place dans une alternative qui en réalité est une impasse. Et l'impasse, il l'exprime de la façon suivante, ou bien il a son essence dans une exaltation sans lendemain, il partage le statut de la poésie, et l'exaltation sans lendemain, c'est clairement mai 68. C'est tout à fait ça. C'est écrit en 70. Hein. Donc, ou bien il a son essence dans une exaltation sans lendemain, il partage le statut de la poésie, ou bien cet art a réellement un privilège, et alors son instant doit mener quelque part. Il ne peut être un instant sans lendemain. Et il ajoute, si la politique est autre chose qu'une poétique dévoyée, il faut le recours d'une philosophie progressiste de l'histoire, à tout le moins celui d'une révolution permanente. Et on comprend bien sûr que c'est un refus qui est opposé ici, non pas discrètement d'ailleurs, mais très nettement, par le refus sans emphase d'une eschatologie de l'histoire ou d'une mystique de l'instant. Gaëtan Picon choisit la poétique de manière définitive. Le temps de l'art n'appartient pas aux politiques ni à l'histoire. Il n'est que, ni à l'histoire qui n'est que, au fond, la politique en devenir. Le temps de l'art appartient aux poétiques. Mais ce choix face à l'œuvre du temps comme poétique, ce choix face à l'œuvre oblige à un jugement sur les œuvres et donc à un critère. Ce critère, Gaëtan Picon le situe dans un certain concept de la vie dont l'origine est peut-être, sans doute, sa lecture de Nietzsche. Étendue aux œuvres elles-mêmes, d'aucuns disent qu'il y a Bergson aussi derrière, mais bien, pourquoi pas. Étendue aux œuvres elles-mêmes, non pour les métamorphoses qu'elles connaissent à travers le temps, mais pour une certaine puissance qui est en elles. Cette puissance est celle qu'élude l'histoire, précisément, qui ne traite qu'avec l'œuvre comme image. Une autre éviction de la vie, c'est la structure, en ce qu'elle ne connaît que la simultanéité des significations, la synchronie de la différence. Prise comme moment d'une histoire, l'œuvre est pour ainsi dire une image d'elle-même, et c'est alors qu'il est loisible de la saisir comme structure. Au contraire, à la synchronie structurale et à l'historicité imaginaire, Gaëtan Picon oppose le sentiment d'une naissance qui contient un jugement porté sur ce que l'œuvre présente d'inédit, de neuf, produit par une visée qui est invention nouvelle, vivante. Il désigne ce qui, dans l'œuvre, produit ce sentiment par les mots authenticité, qu'on a vu apparaître, c'est un mot qui est disqualifié, n'est-ce pas, aujourd'hui,
Chacun sait pour quelle raison, puisque c'est un mot heideggerien, disons. Mais il en ajoute bien d'autres. Il dit apport, il dit originalité, et il dit même une chose, citant Goethe, et dans le sens de Goethe, il parle de productivité. Alors, je suppose que c'est un allemand, Produktivitat, quelque chose comme ça. Je ne suis pas germaniste. Mais c'est très important parce que cette productivité s'oppose à la notion de production qui va se trouver dans, précisément, l'art du contemporain, c'est-à-dire du temps présent à son époque, auquel je tarde un peu à venir, sans doute. Mais on y arrive. Si les œuvres sont des événements, elles se distinguent des événements de l'histoire, non parce qu'elles se situent hors du temps, mais parce qu'elles ouvrent sur un autre temps. Un temps à la fois plus, je cite, à la fois plus profond et plus ouvert, qu'elles révèlent, parce qu'au fond, elles le cherchent. C'est lui qu'elles cherchent. Lui, que ce temps, c'est ce temps que désigne à la fin du livre la phrase si étrange, clairement en rapport avec les deux livres de création et non de critique écrits ces années-là, Un chant de solitude en 68 et L'œil double en 70. Donc, car je ne parle, on ne me parle que dans l'insomnie du temps. Mais pour en comprendre l'enjeu, il faut maintenant observer ce que dit la dernière partie d'Admirable tremblement du temps, de l'art qui était alors, pour Gaëtan Picon, presque exactement un art contemporain. Or, ce qu'il constate, illustrant ce constat d'un assez beau, bien choisi Vasarely, Orion bleu, que je vais, bien que mon niveau de batterie soit faible, essayez de faire surgir devant vos yeux émerveillés. Le voilà. Parfait. Illustrant ce constat d'un beau Vasarely de 1965, Orion bleu, c'est que dans ce temps, ce qu'il constate, c'est que dans ce temps, là, dans cet art, le temps a disparu. On pourrait s'en étonner. Non seulement parce qu'il appartient au présent, mais aussi parce qu'avec plusieurs autres de cette époque, le travail de Vasarely intègre le mouvement et contient de cette façon la dimension temporelle dans une synthèse d'art optique et d'art cinétique. Je passe. Mais dans de telles œuvres, le temps humain, écrit Gaëtan, s'est évaporé comme une couche d'air humide. Le temps humain s'est évaporé, de sorte qu'elle s'oppose aussi bien au formalisme subjectif. Alors, c'est une formule qui m'est venue, mais c'est l'abstraction lyrique, par exemple. Même soumise au hasard, comme chez Jackson Pollock, qui est cité dans l'iconographie, mais bien avant, que par son aspect, donc elle s'oppose aussi bien au formalisme subjectif que par son aspect mathématique à la singularité du non reproductible. Reproductible, en effet, dès l'origine, comme l'est le produit industriel qu'aime à représenter le pop art. L'op art et le pop art, c'est la même chose de ce point de vue-là. Elle est véritablement une image d'image. Dans l'un et l'autre cas, le temps dans lequel se trouvent impliqués l'œuvre et celui qui la regarde n'est pas le temps humain. Celui que Gaëtan Picon définit comme, alors ça c'est une définition bergsonienne, je trouve, moi, l'intensité de l'instant entre une mémoire et un projet supporté par la durée d'une conscience. Dans cette définition se retrouve la baudelairienne qualité de présent, qui occupe Gaëtan Picon depuis la préface aux écrits esthétiques de Baudelaire en 1955, c'est très ancien, présent qui est pour lui, plus que celui du peintre de la vie moderne, le présent profond du balcon de Manet.
Le dispositif optique du cinétisme crée au contraire un temps spatialisé où la résonance dans le passé, du présent et de l'avenir est transformée en espace automatique sans profondeur. Je cite, « L'œuvre s'allume sur une terre où aucun œil humain ne la regarde. » Cela ne signifie naturellement pas que personne ne la regarde, mais que le regardeur lui-même devient, devant elle, sinon un automate, du moins indifférent. Et c'est cette indifférence qui est recherchée. L'art devient autonome, non pas à la manière de la seconde ligne que Gaëtan Picon a vue dans les dessins d'Ingres, laquelle est retirée hors du monde, quoique toute proche et comme à portée de notre désir, mais de façon radicale, tout lien subjectif ayant été coupé. Certes, Baudelaire est à l'origine de cette idée, ou serait à l'origine de cette idée d'une autonomie de l'art, chaque fois qu'il semble indiquer que dans la peinture, c'est en vue d'un effet pictural pur que travaille l'artiste moderne, la qualité de présent tenant à la simultanéité de la peinture et de l'acte de perception. Et Gaëtan Picon cite cette formule de Baudelaire à propos de Delacroix, « la couleur pense par elle-même ». Mais s'il y décèle l'origine de l'état actuel, c'est par une sorte de renversement. Maintenant, dit-il, le mur polychrome pense vraiment sans rien dire, ou dit sans rien penser. Il ne fait appel à aucune possibilité ou obligation traductrice. L'absence de sens n'est plus un vide que nous sommes tenus de combler, c'est toujours lui qui parle, elle n'est pas même une absence, elle est présence sans question, sans sujet, sans support. Non pas la continuation de la modernité baudelairienne, mais un déraillement, dit-il, peut-être inévitable. Ainsi qu'il va désigner, et il désigne, la sorte de nihilisme inventif, ludique et violent dont les œuvres contemporaines qu'il retient pour illustrer ces manifestations les manifestations les plus récentes qu'on en trouve dans l'art contemporain. Un déraillement qui est comme une bifurcation, un aiguillage sur une autre voie, dans une direction qui aurait pu être autre. Et on comprend que reste dans son esprit, au moment même où il s'attache à ses œuvres, l'idée d'une autre direction possible, qui se présentait, qui se présente peut-être encore, en tout cas pour lui, et pourquoi pas pour nous. Alors, je vais vous montrer quelques-unes des images qu'il voit. J'espère, cher Albert, que je suis dans les temps. Que ce soit plus récent que le pop art ou le néo-dadaïsme de Rauschenberg, l'hyperréalisme ultra-photographique de Richard Estes. Alors, le voici, j'espère qu'il va venir. Non, ça c'est Armand, mais on en parlera après. Voilà, Richard Estes, The Candy Store, 1969. Je tiens la prononciation du mot de la consultation d'une interview de 1967 sur YouTube. Et je trouve ça formidable. D'ailleurs, il est tout jeune. C'est formidable. C'est l'Amérique des années 60. Formidable. Et donc là, vous voyez, enfin, c'est l'hyperréalisme, vrai. Ou une installation comme la dernière mission du docteur Schweitzer de Øyvind Falström. Alors, je vais essayer de la voir. Voilà. Alors, ça, c'est une œuvre tout à fait extraordinaire. C'est un personnage extraordinaire. D'ailleurs, cet artiste sur lequel je me suis renseigné aussi. Mais surtout, moi, ça m'a fait quand même considérablement penser au Grand Vert de Marcel Duchamp. C'est tout de même, voilà, avec des éléments qui sont complètement énigmatiques dans un assemblage qui ne l'est pas moins et qui donne voilà, bon, je ne commande pas. Ou encore, donc, les tubes écrasés d'Armand, c'est très intéressant. Alors, voilà, les voilà, pardon.
Les voici. Les tubes écrasés d'Armand. Alors, il y en a au musée de Nice, enfin, etc. C'est le nouveau réalisme. Armand, ce sont les violons coupés, etc. Ce qui est formidable et qui est volontaire, je suis absolument certain de la part de Gaëtan, c'est d'avoir mis ça quelques pages, mais quand même pas mal de pages après Pollock. Parce que c'est exactement l'équivalent d'un Pollock, en quelque sorte, mais devenu vide, complètement vide, justement, de tout ce qu'on disait là. Voilà. Donc, ou encore les tubes écrasés d'Armand, qui font écho pour marquer une différence essentielle avec le dripping de Pollock, reproduit bien avant entre un dessin de Dürer et l'Amandier en fleurs de Bonnard. Ces œuvres mettent en position critique l'image et la signification au profit d'un jeu fantomatique ou drôlatique, avec ce qui n'est pas même un code, mais son effacement, qui cherche à le rendre inintelligible. Elles sont bien non le résultat d'un processus de création, mais, je cite, la fabrication piégée d'œuvres identiques à leur modèle. C'est ça que j'entends par image d'image. Ou plutôt faut-il dire que le processus, hormis la réalisation matérielle plus ou moins ingénieuse, et qui a été très ingénieuse parfois, n'est présent dans l'œuvre que comme idée ou concept. L'œuvre représente le dispositif qui la produit dans une réflexivité qui cherche les impasses du sens et dont un parfait exemple se trouve dans les pages reproduites d'un carnet de Karl Reuterswärd, qui est célèbre, cet auteur, pour une œuvre qui n'était pas percée. Voilà. Et ça, c'est extrait d'un catalogue de 1969, je crois, l'exposition Pentacle qui avait lieu au Musée des Arts Décoratifs. Et alors, cet auteur a fait ensuite ce très célèbre, je crois, revolver avec le canon Noé, qui est, quand on tape son nom sur Internet, n'est-ce pas, si on choisit image, on ne voit que les milliers de manières dont a été reproduit cette idée qu'il a eue après la mort de John Lennon, tué par, je ne sais plus dans quelles circonstances, et donc d'un revolver, un beau genre NRA, dont le canon est noué et qui est devant l'ONU à New York, il me semble. Enfin, il y en a un exemplaire là, mais il y en a des exemplaires un peu partout. Alors, oui, pardon, je suis beaucoup trop long et j'arrive, donc je vais aller très vite maintenant. L'auteur de ces pages, les pages que je viens d'évoquer, se trouve pris, on le sent, entre ce constat que l'art contemporain ne comporte plus, comme l'était encore l'art moderne, la rencontre du temps dans la relation à l'œuvre. Et d'autre part, en moderniste, l'idée que ce devenir, ce passage à autre chose, ne peut pas être simplement récusé par immobilisation ou par mouvement rétrograde. La contradiction demande que soit envisagée dans tous les sens possibles une fin de l'art. Il ne s'agit pas seulement de la finitude évoquée mais transcendée dans la formule de Chateaubriand, qui est reprise en titre, complémentaire de l'idée d'un style de vieillesse inspiré par Hermann Brohr, intervient alors l'idée que jamais la création n'est plus vive et lucide que devant son impossibilité. Le moment ultime de l'art n'est-il pas révélateur de son essence? On reconnaîtra l'une des questions qui hantent les récits de Gaëtan Picon, en particulier l'œil double, écrit entre août 69 et août 70. Un double, je le résume très très vite, un double éloigne le jeu de sa plénitude créatrice par le jeu perpétuel et cruel qui fait dépendre celle-ci de sa propre mort. Le jeu doit s'avancer au plus près de sa fin pour sauter par-dessus l'impossibilité d'être soi. La décision, finalement, assumée, sera révélation d'un néant, mais inépuisable, interminable, persistant,
qui maintient la fin ouverte. Au-delà de la dénonciation du leurre toujours présent derrière les jeux de l'image et du regard, Gaëtan Picon, à la fin d'Admirables tremblements du temps, envisage un moment la perspective d'un art délivré de la double aliénation de la conscience personnelle et de la vision ordinaire des choses. Un art où tout serait créé par l'artiste et à la limite dans l'attente que la moindre trace de ce qui s'appelle style, forme ou structure disparaisse, dit-il, dans une intensité sans nom. Mais cette intensité est d'au-delà des signes, dont l'art ne peut se passer. Ainsi, je cite, « L'art vit de ne pouvoir réaliser son suprême désir. Dans l'échec de l'œuvre, le désir de l'art lui est redonné. Il est restitué à lui-même dans l'instant où il veut se perdre et où il croit y parvenir. » Le désir, dont l'idée de l'art est toujours porteuse, demande au contraire de prendre un risque nécessaire. Le grand âge de l'art peut bien mettre son intelligence au souhait inavoué d'une démobilisation, mais cette démobilisation même est un piège. S'il est vrai que si l'art a toujours voulu dire quelque chose, il a toujours fait autre chose que seulement dire. Ça, c'est lui. Refus du sens, purs effets de langage, recherche du vide ne peuvent qu'échouer, même si ce projet apparemment radical a, dit Gaëtan Picon, en une phrase qui contient beaucoup de sa méthode, ce qu'il dit n'est pas ce qu'il a saisi, mais ce qu'il a visé. Cette attention à la visée qui a pu guider la main vaut aussi bien pour le passé de l'art. Même comme chose passée, l'art a un avenir. Celui qui l'offre à qui voit en chaque œuvre sa visée dans l'insomnie du temps, cette veille parfois fiévreuse où sans cesse quelque chose se joue à nouveau. Je terminerai sur ces mots. Le visage humain n'a jamais été peint, voilà le vrai, et il ne faut pas dormir aussi longtemps que nous n'aurons pas mieux regardé. Ce que l'on rejette comme page lue, message épuisé, en deçà, est un au-delà encore. Nous étions passés trop vite, nous nous étions détournés trop tôt. Je mets mon point final provisoire.